Merci, bonjour à tous et tout d'abord un grand merci à vous tous d'être venus si nombreux à cette session et je voudrais remercier mes maîtres et amis, les professeurs Auriacombe et le professeur O'Brien d'avoir accepté de présider cette session ainsi que mon ami Nicolas Autier de Clermont-Ferrand d'avoir accepté de modérer cette session et petite publicité, je vous invite vivement à aller assister à la session qu'il a organisée lui-même vendredi après-midi sur le mésusage et l'addiction aux médicaments. Voilà. Merci à tous d'être venus aussi, parce qu'en général, les orateurs remercient les organisateurs. Moi, comme je fais partie des organisateurs, je vais remercier les gens d'être venus, parce que c'est grâce à vous qu'on peut tenir le THS, et c'est grâce à vous, si vous souhaitez continuer à venir, qu'on continuera à faire le THS. Bon alors, une surprise pour personne, l'addiction est une maladie complexe, ce qui explique qu'on soit si nombreux dans la salle et pour la plupart d'entre nous passionnés par cette discipline. Alors un schéma qui commence à dater maintenant et qui n'est pas tout à fait dans l'actualité puisque on disait que l'addiction était une pathologie multifactorielle où il y avait donc un contexte, une substance et un individu. On sait maintenant qu'il existe des addictions dites sans substance, ou donc par exemple les jeux vidéo, qui répondent également au principe d'addiction, même si le schéma est quelque peu différent. Évidemment, si vous remuez tout ça dans un shaker qui est le cerveau, ça commence à devenir très compliqué, et de manière un peu provocatrice ou pas, le professeur Rock disait que l'addiction était le résultat d'une désadaptation du système de récompense sur lequel les psychothérapies, les pharmacothérapies et la triade biopsychosociale agit et donc montre son efficacité plus ou moins importante en fonction de l'arsenal thérapeutique que nous avons en disposition aujourd'hui. Alors le sujet qui m'a été proposé, c'est d'essayer de voir comment on pouvait agir sur le craving en utilisant l'arsenal psychothérapeutique. Comme chacun sait ici, l'arsenal psychothérapeutique est très vaste. Moi, je vais m'attarder sur celui que je connais le mieux, c'est-à-dire les thérapies cognitivo-comportementales. Je ne sais pas si Pascal Boutilion est dans la salle, puisqu'elle s'intéresse beaucoup, mais c'est très bien que vous soyez là, parce que comme elle s'intéresse beaucoup au mindfulness, qui est aussi une psychothérapie utile dans le craving, elle pourra peut-être nous donner son point de vue lors de la discussion. Alors avant de commencer, pour résumer ce qui a été dit, pour qu'on sache à peu près où on va, surtout pour moi, ce qui a été dit jusqu'à présent, donc le craving est un déterminant majeur de l'usage. Outre l'environnement, des facteurs personnels propres à chacun et chaque personne provoquent le craving, et la thérapeutique, pour être spécifique, doit agir sur le craving lui-même et aussi sur des facteurs qui le provoquent, c'est-à-dire l'environnement, etc. Pour mémoire, une séance type de TCC, alors ça c'est plutôt quand on fait un cours à la fac, ce qui n'est pas le cas ici. Grosso modo, on organise une séance de TCC en 3 temps. Dans un premier temps, on va évaluer l'usage, le craving et les situations à risque et débriefer les exercices qui auront été commandés, si vous voulez, à la séance précédente. Dans le gros du sujet, la deuxième partie de la consultation, on va introduire et discuter sur la thématique de la séance et sur les situations rapportées par les patients, les situations de craving auxquelles ils auraient été confrontés et qui voudraient travailler lors de la session. Et enfin, on va prescrire un exercice en prenant en compte surtout, et ça vous le savez, que l'efficacité des TCC dépend beaucoup de l'objectif qu'on se fixe avec le patient. C'est-à-dire qu'il faut prescrire quelque chose qui soit atteignable. Si vous prescrivez ou si on ne se met pas d'accord sur l'objectif, ou si on se met d'accord sur un objectif qui clairement n'est pas atteignable, il y a de fortes chances que le patient n'y arrive pas et perde peu à peu la motivation d'aller de l'avant. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très, très important. Alors, pour introduire la TCC, en général, là je vais juste vous raconter la première séance, après on va rentrer directement dans le craving, c'est beaucoup plus long que ça.
On va donc prendre quelques éléments sur l'histoire du patient, l'histoire de la consommation, en tenant compte donc sur la substance, mais aussi sur les facteurs environnementaux, familiaux, etc., pour essayer d'avoir le panel le plus large possible. Moi, en général, aux patients, je dis, c'est comme si on peint un cadre. Plus on met d'éléments précis dedans, plus c'est facile et moins il y a d'interprétation. Et c'est un peu pareil quand on veut faire un itinéraire. Si on prend le GPS, on a des chances d'arriver plus vite que si on part avec une carte ou même avec quelques idées dans la tête, ou dans le temps, on peut se perdre. Après, ce qui ne veut pas dire que s'il y a des obstacles, on peut prendre des déviations. Mais ça ne fait pas partie de... Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser donc, les 3 dernières consommations. Donc, le déclenchement, qu'est-ce qui me pousse à consommer? Les pensées et les sentiments qui sont associés, ça c'est tout ce qui a été développé par Joel Svendsen, les pensées et les émotions. Le comportement, qu'est-ce que je fais pour répondre aux envies que j'ai de consommer? Les conséquences positives, parce qu'il y en a des conséquences positives, et les conséquences négatives. Alors concrètement, ça donne quoi? C'est dommage que je n'ai pas 3 mains. Alors, une situation déclenche l'envie de consommer ou de pratiquer un comportement problème. Ceci va engendrer donc une pensée à laquelle va être sous-tendue une émotion, souvent un stress. Pour soulager cette anxiété, cette dépression, cette envie, etc., la consommation est souvent l'élément essentiel, l'usage. Et cet usage donc va avoir des conséquences tantôt concrètes, mais aussi relationnelles. C'est-à-dire, bon, voilà, encore une fois, tu as consommé alors que tu sais très bien que ce n'est pas bien pour toi, etc., etc. Alors, si vous avez des tabacodépendants dans la famille, souvent, vous allez assez vite comprendre où je veux en venir. Alors, la prévention de la rechute, puisqu'on en est là, la prévention de la rechute, donc, va être axée assez spécifiquement quand même sur le craving, puisque c'est un élément qui est assez central, comme vous l'a dit le docteur Fatseas tout à l'heure. Donc, avant toute chose, il faut comprendre ce qu'est le craving. Alors, le craving, c'est quelque chose qui arrive assez tôt après l'arrêt de la consommation, mais survient encore des semaines, voire des mois après être devenu abstinent. Les situations classiques du craving, c'est être forcément en présence de la substance. Ici, c'est la cocaïne, parce que c'est un exemple lié à la cocaïne. Avoir de l'argent sur soi ou le salaire, parce qu'évidemment, ça, que ce soit les substances ou les addictions sans substance, par exemple pour le jeu, etc., les gens vont plus facilement aller au tiercé, etc., dès qu'ils ont le salaire, et puis passer le 10 du mois, ça commence à devenir sérieusement compliqué, parce qu'ils sont en manque de liquidité. Il faut faire un travail d'explication sur les réflexes conditionnés, les réflexes pavloviens et skinnériens dont nous parlait tout à l'heure notre ami Joel Svendsen, et expliquer le déroulement du craving dans le temps. Alors ça, c'est assez facile quand on habite à Biarritz, parce qu'il suffit de regarder la mer. Alors là, heureusement, on ne s'est pas mis face à la mer pour ne pas avoir le craving. Donc l'idée, c'est que le craving monte jusqu'à un certain point, comme un pic, si vous voulez, puis petit à petit atteint un plateau et disparaît. Alors l'idée, c'est que, c'est un peu aussi l'idée des TCC, c'est-à-dire que quand on apprend à gérer donc, cette montée, quand on prend conscience que ce schéma existe, forcément, petit à petit, on va pouvoir mieux gérer, c'est-à-dire l'emprise émotionnelle dans laquelle nous met donc l'envie de consommer. Alors, pour faire face au craving, on demande aux patients de le décrire. Donc, je ressens quelque chose dans l'estomac, ça c'est un exemple. Somatique, je ressens quelque chose dans l'estomac. Au niveau cognitif, je ne peux plus sortir cette idée de ma tête. Et au niveau affectif, je deviens nerveux, donc tout ça fait que j'ai très envie de consommer. À quel point le craving est envahissant? On parle de nouveau de niveau et d'intensité. C'est ce que nous a expliqué le docteur Svendsen tout à l'heure. Combien de temps le craving dure-t-il? Donc ça, c'est subjectif, c'est-à-dire on demande aux patients que
quand ils sont confrontés à des situations de craving, d'essayer de voir combien de temps ça a duré entre le début de l'envie et la fin, parce que les envies disparaissent naturellement, même sans consommer la substance, heureusement d'ailleurs. Et comment faites-vous pour faire face au craving? Alors, l'identification des déclencheurs, c'est assez facile. On va demander à faire une liste aux patients avec les dernières situations ayant déclenché le craving. Et dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord essayer, dans un premier temps, d'éviter ces déclencheurs, c'est-à-dire reconnaître le déclencheur et essayer, dans un premier temps, de l'éviter. Exemple type, quelqu'un qui vient pour un problème d'alcool en consultation, dans un premier temps, on va plutôt lui préconiser d'éviter le bar dans lequel il avait coutume de s'alcooliser, pour justement se mettre un peu à l'abri, prendre un peu de recul sur la situation, pour pas que la vague soit trop forte, justement. Et aussi, par exemple, au préalable, que le patient sache que s'il doit retourner dans ce bar, qu'au préalable, il sache qu'est-ce qu'il va commander. Puisque une fois arrivé là-bas, très souvent, c'est trop tard, le pilote automatique reprend le dessus et donc il va demander la même chose que d'habitude. Si au préalable, il est conditionné à vouloir prendre autre chose qui n'est pas alcoolisé, forcément, c'est mieux. À ce moment-là, on va d'abord faire une liste avec lui de produits non alcoolisés. Parmi la liste des produits, on va lui demander lequel il serait susceptible de pouvoir prendre dans un bar et donc de prescrire après l'exercice, si vous allez dans un bar, vous commandez telle boisson et si elle n'y est pas, telle autre. Tout ça afin de réduire justement, d'être dans cette situation qui serait peu contrôlable pour lui. Alors il existe d'autres stratégies comme la réduction des contacts avec les dealers. Alors ça, souvent, c'est possible, parce que maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut changer de numéro de téléphone assez facilement. Se débarrasser du matériel, bon, et s'éloigner des lieux de consommation. Alors ça, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais bon, petit à petit, on essaye un peu de travailler la question et puis surtout de s'adapter à la réalité du patient. Alors, les situations à risque, les circonstances qui favorisent le comportement addictif, il y a des facteurs externes, donc les endroits, certaines personnes, aussi la pression du groupe parfois, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire, voilà, moi quand je suis tout seul, etc., ça va à peu près, mais quand je suis avec mes amis, je ne peux pas dire non, si on me propose, j'y arrive pas, voilà, parce que voilà, j'ai peur de passer pour le dernier, bon, voilà. Puis les facteurs internes, donc ça c'est ce qui a été dit, les facteurs biologiques, les images, les pensées correspondant au comportement addictif, et puis après les comorbidités psychiatriques telles que la dépression, le stress ou le malaise par exemple. Et souvent, très souvent, il y a un renforcement réciproque entre ces deux facteurs, externes et internes. Alors un exemple, comment faire pour faire face au craving? Exemple type, j'ai de l'argent sur moi, ce qui faciliterait l'achat de la substance et donc qui pourrait donc augmenter l'envie d'en consommer et donc de consommer. Donc voici quelques propositions que le patient pouvait juger comme acceptables, c'est-à-dire comment faire pour ne pas avoir suffisamment d'argent pour ce qu'on veut obtenir, quel montant maximum on peut accepter, enfin avec quel montant on se sent hors de danger, si vous voulez. Alors ça c'est vrai aussi avec les addictions sans substance, surtout pour ceux qui vont parier au PMU, etc. C'est-à-dire on essaie de voir avec eux quel montant maximum, c'est-à-dire quel montant ils peuvent perdre, entre guillemets, sans se mettre en situation vraiment compliquée. L'idéal, c'est s'ils peuvent confier l'argent à quelqu'un, un ami proche, etc., qui est au courant de la démarche, parce que ça c'est quand même aussi très important, et à qui justement ils vont pouvoir donc interagir avec cette personne qui pourra les aider à mieux gérer donc l'argent. Alors après, il existe toutes les distractions possibles et inimaginables. Donc la promenade, jouer au foot, les exercices de relaxation. Donc après, toutes les techniques de MDR, de relaxation, de sophrologie, de mindfulness, etc. sont justement
rentre aussi en compte justement dans cet arsenal d'aide au contrôle du craving. Et nous, ce qu'on préconise souvent à BCA, c'est de trouver quelqu'un de... Il faut que ce soit quelqu'un de solide et si possible pas le dealer, quoi, justement. Sinon, ça devient un peu plus compliqué. Trouver quelqu'un qui soit assez solide, à qui on peut parler et lui demander conseil en cas de problème. C'est pour ça aussi que très souvent, j'imagine que dans vos pratiques, si certains de vos patients ont accès directement à votre numéro de téléphone, très peu sont ceux qui vont prendre le téléphone pour vous appeler, mais le simple fait de savoir qu'ils peuvent le faire les rassure déjà beaucoup. Et ça, c'est quand même un truc qui est important, qui est peu fait, mais qui est vraiment un élément assez central quand même. Qui plus est justement quand on est dans le craving où s'ils sont vraiment pris par la vague, mais parfois le fait de vous appeler, de parler 3-4 minutes avec vous permet justement de diminuer un peu la pression de cette vague. En parlant de vague, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, au lieu de prendre le bouillon, on va essayer de la surfer, la vague en question. Donc, donner l'image d'un surfeur sur une vague ou le passage d'une colline, où justement, quand on est en train de monter la colline, ben, ça commence un peu à tirer sur les jambes. Mais si on sait que la colline a une fin et qu'après on aura la descente, ben, forcément, ben, on ne désespère pas. Le pire, c'est quand on est au milieu de la colline mais qu'on ne connaît pas où est la fin. Et donc, à ce moment-là, on fait demi-tour et puis on prend un grand coup sur la tête. Voilà. Donc, le but n'est pas de faire disparaître le craving, mais de l'anticiper de façon moins anxieuse. C'est-à-dire parce que de toute façon, si elle apparaît, c'est-à-dire c'est mieux la gérer, quoi. Qu'elle n'échappe pas totalement au contrôle du patient. Bon, alors ça, c'est plutôt un schéma qu'on utilise en TCC en général. C'est le premier schéma qu'on vous montre dans une formation de TCC. Moi j'avais eu la chance que le professeur qui me l'avait montré, c'est Joël Svendsen, justement, donc il pourra vous l'expliquer probablement mieux que moi, mais une envie augmente jusqu'à un certain pic, ça c'est comme une crainte ou une anxiété, arrive à un plateau, ce qui ne veut pas dire que ça disparaît pour autant, c'est-à-dire on n'est quand même pas très bien, mais passé ce plateau, l'envie diminue et finit par disparaître. Pour les cas des phobies, le fait d'avoir ce schéma en tête, c'est une part importante du succès des TCC. On essaye aussi d'introduire ce schéma pour la prise en charge donc, de la prévention de la rechute chez les patients. Enfin, rappeler les conséquences de la consommation, enfin les conséquences négatives de la consommation, faire les bénéfices de l'abstinence, les conséquences négatives de la consommation, et que le patient puisse avoir sur lui une petite fiche Bristol qui reprend un peu tout le chemin parcouru jusqu'à là et les éventuelles conséquences négatives qu'il aurait à consommer, parce que parfois le simple fait de lire ces trucs-là peut aider en disant bon, ben, c'est quand même dommage de maintenant que je suis là, bon, voilà. Et ça c'est un truc, bon, c'est un détail, mais qui peut avoir son importance. Ah, pardon. Le travail sur les distorsions, donc apprendre à reconnaître les pensées automatiques. Exemple type, je vais mourir si je ne le consomme pas. Pointer la distorsion en disant non, c'est-à-dire je ne vais pas mourir si je ne le consomme pas. Le craving n'est pas confortable, mais beaucoup de gens en ont, et quelque chose que je peux gérer sans consommer. Pour nous résumer, les envies sont communes et normales. Et ça, c'est important de le dire aux patients, parce que les patients culpabilisent d'avoir envie. Et donc, du coup, ils se disent, bon, mais comme j'ai envie, je culpabilise, donc je n'appelle plus le thérapeute, parce que si j'ai envie, ça veut dire que je suis un faible, donc il va me dire que... Et donc, il vous appelle en disant, oui, avec tous les efforts que vous faites, etc., et moi, je ne suis pas à la hauteur, etc. Donc ça, c'est très important. Alors, évidemment, je n'ai pas parlé de l'affirmation de soi, qui est quand même un élément central à prendre en compte là-dedans. Elles ne sont pas, donc les envies ne sont pas le signe de faiblesse. Il faut essayer de les comprendre et cibler les déclencheurs. Les envies sont comme des vagues, elles sont difficiles jusqu'à un certain point, puis elles redescendent. Si vous ne consommez pas, les envies diminuent quand même. Vous pouvez éviter les envies si vous éliminez les situations qui les déclenchent. Pour faire face aux envies, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, se distraire un peu, parler à quelqu'un de son entourage, parce que la distraction va un peu les mettre un peu sur prendre du recul, et rappeler les conséquences négatives de la consommation.
Voici typiquement ce qu'on prescrit donc, à un patient, c'est-à-dire un tableau qui récapitule donc l'intensité dont parlait Joël Svensson tout à l'heure, entre 1 et 100, la durée du craving, la situation qui a déclenché le craving et le comportement que le patient a utilisé pour y faire face. Et pour finir donc sur une note un peu, pour ne pas plomber l'ambiance quand même, puisqu'on est bientôt à l'heure de l'apéritif, un patient donc, qui dit « Docteur, si j'arrête le vin, les femmes, les cigarettes, est-ce que je vivrai plus longtemps ?» Et au docteur de lui répondre « Non, mais la vie vous paraîtra plus longue. » Voilà. Merci beaucoup.